Alors, une cordiale bienvenue à tout le monde à cette table ronde qui vous est présentée par le festival Parlure d'ici de la vallée de Memramcook sous le thème « Qu'est-ce-tu contes » cette année, 11e édition déjà de ce beau festival de contes en Acadie. Et dans cette table ronde, vous aurez l'occasion d'entendre moi, Alain Clavette, et il y aura aussi d'abord du côté de l'Acadie, ici au Nouveau-Brunswick, Alexis Bourque. Bonjour Alexis. Bonjour. On a du côté de la belle baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, Clara Dugas. Bonjour, Clara. Bonjour, Alain. On va se diriger maintenant en Louisiane, dans le fin fond de la Louisiane, pour parler à Erline Broussard. Bonjour, Erline. Bonjour, bonjour. Comment ça va là-bas? Ça va très bien, ça va très bien. C'est un plaisir de vous accueillir, Erline. Et on va même se déplacer du côté de Bruxelles, en Belgique, pour parler à Pascal Guérand. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour, bonjour Alain. Alors, question de peut-être permettre aux téléspectateurs, aux spectateurs de vous connaître mieux. Je vais vous faire parler un peu de votre création, de ce que vous faites, en fait, de votre parcours aussi en tant que conteur. On va commencer avec Erline Broussard du côté de la Louisiane. Vous êtes une enseignante de formation, Erline. Comment exactement le conte est entré dans votre vie? Je me suis fait dire que votre mère avait un peu été l'instigatrice de ça. Mais absolument, je veux dire, les Cajuns en Louisiane aiment raconter. Ils aiment raconter et beaucoup dire des blagues. Ils adorent jouer des niches et faire toutes sortes de petites choses pour s'amuser, surtout pendant les soirées. Et même quand on va au bal, on allait au bal dans les parties de maison. Alors, c'est dans la tradition orale et c'est comme ça. Ma mère racontait, elle pouvait raconter les contes même de Aesop. Elle savait raconter le conte de la corneille et le renard. Alors, c'est très intéressant. On a des longues traditions, surtout dans la musique, mais aussi dans les contes. Ça fait des millénaires, en fait, que le conte se passe de génération en génération. Et c'est ce qui est intéressant dans le cadre de cette table ronde-là. Si on se tourne du côté de Clara Dugas à la baie Sainte-Marie, vous aussi, vous êtes enseignante et vous aussi, votre mère racontait des histoires. Oui, pour sûr. Quand j'étais petite fille, moi, j'aimais pas trop d'aller dehors, m'amuser avec les autres enfants. J'aimais vraiment de rester dans la maison et regarder ma mère travailler. Je la suivais quand elle boulangeait. Mais ce que j'aimais le mieux, c'est quand elle faisait des repassages avec le fer à passer dans la cuisine. Moi, je m'assisais sur une chaise pour un noyel. Et puis, le conte commençait quand je disais « Maman, conte-moi de quoi du temps premier. » Tant qu'à moi, le temps avait commencé avec ma mère. Il n'y avait rien avant ma mère. C'était ma mère qui avait commencé mon monde. Et puis, je disais, Maman, conte-moi un conte du temps premier. Puis, elle me disait des contes de sa jeunesse. Elle avait été née dans 1914. Ça fait qu'il y avait toutes des années qu'il n'y avait pas de télévision. Elle allait au bleuet à pieds nus. Elle allait chercher les vaches. Elle tondait les brebis. Elle rentrait du bois. Ça fait que c'était tout un monde différent que le nôtre. Même si nous autres, on n'avait pas de télévision, on avait une bécasse d'eau. Tant qu'à nous autres, notre monde à nous autres était très, très moderne en comparaison avec ma mère. Puis quand elle compte, ça t'apparaît comme si que j'étais en train de regarder un film. Je pouvais m'imaginer comment est-ce que ma mère avait grandi et toutes les choses qu'elle faisait. Ça fait que le conte m'est venu comme ça. Et mes frères et mes sœurs, j'en avais 8. Et il n'y a personne comme moi qui demandait « Maman, conte-moi un conte ». Puis elle aimait ça parce que ma mère, c'était une comédienne. Si on se tourne maintenant du côté d'Alexis, Alexis, malgré ton jeune âge, là, il faut dire aux gens que c'est déjà ta 6e participation au festival Parlure d'ici de Memramcook. Puis là, on va tout de suite, tout le monde se pose la question, quel âge il a, ce gars-là? Quel âge que tu as et comment ça a commencé pour toi, le conte?
Présentement, j'ai 15 ans, bientôt avoir 16 ans. Puis, en fait, c'est ma 7e participation au festival. 7e! Oh! Ouais. Puis, en gros, pour moi, ça a tout commencé là, juste avant ma première édition du festival parce que mon enseignante de 4e année dans le temps, Mme Stéphanie Boudreau, c'est elle qui était la présidente du festival. Puis, suite à une pièce de théâtre qu'on avait fait dans sa classe, elle avait trouvé un certain talent avec moi face à l'art oratoire. Donc, par la suite, elle m'a invité à faire partie du festival des Parleurs du Site. Puis c'est un des plus grands plaisirs, un des meilleurs moments que j'ai eu dans ma vie, il faut que je le dise. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'était tout un nouvel univers que j'ai été capable de découvrir grâce à ça. Puis depuis ce temps-là, j'y participe pratiquement chaque année parce que c'est devenu partie de moi-même, le Festival des Parleurs du Site. J'adore raconter des histoires, puis à plusieurs occasions que ça m'a amené à des places que j'aurais jamais cru que j'aurais pu me rendre. Puis j'aurais sûrement pas pu me rendre là si ce n'était pas du festival. Et ce qui est intéressant, Alexis, c'est que toi, le conte t'a amené sur la scène du côté du pays de la Sagouine. Ça t'a amené un peu à devenir un comédien. Et si on se tourne du côté de Bruxelles, Pascal Guérand, vous avez commencé justement en tant que comédien. Qu'est-ce qui vous a amené dans le conte? Oui, effectivement. Moi, au départ, j'étais dans le théâtre. Et il se fait qu'il y a 25 ans, je passais mes vacances dans le Limousin, en France. Et c'est un peu les hasards, mais bon, est-ce qu'il y a des hasards? Je ne sais pas. J'ai eu l'occasion d'entendre un très grand conteur français qui s'appelle Jean-Pierre Chabrol, un vieux monsieur. Et alors, je me rappelle très, très bien. C'était il y a 25 ans, mais je me suis retrouvé dans une petite salle de village. Et puis, j'étais là dans la salle. Et puis, à un moment, la lumière s'éteint. Et dans le noir, il y a une voix qui se met à chanter « Je me souviens des temps anciens ». Et puis arrive sur scène un vieux monsieur avec une barbe noire. Et puis il a commencé à raconter. Et pour moi, ça a été un moment inoubliable. C'est quelqu'un qui m'a fait passer par toutes les émotions, par le rire, par les larmes aussi, m'a fait pleurer. Et je me suis dit, en sortant de ce spectacle, que j'avais vécu une expérience incroyable. En fait, j'aurais pu l'écouter parler pendant des heures. Il m'a emmené en voyage avec lui. Et c'est lui qui véritablement m'a fait découvrir la force que pouvait avoir l'art de raconter. Moi, à l'époque, j'étais dans le théâtre et j'adorais ça. Mais dans le théâtre, on donne les choses à voir sur une scène, avec un décor, avec des comédiens. Tandis que là, avec l'art de raconter, c'est ce que j'ai vécu, c'est tout d'un coup partir dans l'imaginaire. Et c'est d'une force assez incroyable, cet imaginaire. Et donc, après ce spectacle, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé doucement. Et bon, c'est assez incroyable. Et là, je rebondis un petit peu sur ce que disait Alexis. Eh ben, c'est vrai que quand on commence à mettre un pied sur la voie des contes, ou la voie de l'art de raconter, on ne sait pas où ça va nous mener. Moi, j'ai jamais imaginé qu'un jour, je raconterais au Québec, que je raconterais en Nouvelle-Calédonie, au Brésil, en Pologne. Enfin bon, j'ai beaucoup voyagé. Voilà, c'est incroyable, ce chemin-là. C'est vraiment intéressant le lien qu'il y a entre le théâtre et le conte. Erlène Broussard, d'ailleurs, vous avez fondé une troupe de théâtre dans votre cheminement là, du côté de la Louisiane. Oui, mais en 1980, on a créé le théâtre Cajun. Et alors, pendant 40 ans, on a participé à essayer de rendre les gens fiers de leur identité, de pouvoir s'écouter sur la scène et participer, parce que les gens aussi, des fois, même le public participait. Tout au début, on ne se rendait pas compte que c'était une pièce de théâtre. Et si la grand-mère sur scène avait une tasse dans sa main, on lui disait, le public disait, mais grand-mère, bois ton café. Alors, c'était vraiment intéressant de voir comment pour les Cajuns ici, ils ont réussi à se voir eux-mêmes, s'écouter, se rendre un peu plus fiers et en effet, raconter leur histoire aussi. Dans le cadre du festival Parlure d'ici, cette année, Erlène, vous allez nous présenter le personnage de Grand'Maman Douce. Qui elle est, Grand'Maman Douce, et qu'est-ce qu'elle a dans ses fameuses malles, dans ses fameux coffres? Mais c'est ça, Grand'Maman Douce a tous ses mémoires, comme vous avez parlé antérieurement, des histoires de nos mères ou de nos grands-mères, de nos familles. Il y a souvent des objets si précieux, des objets qui marquent
des moments qui sont tellement ordinaires. Une chaudière, une bol, un outil du vieux temps. Et alors, grandement, Dos va sortir de ses malles. Moi, je vais sortir des malles de ma grand-mère, des objets qui étaient vraiment précieux pour elle et pour tout le monde. Et surtout cette fois-ci, je vais vous raconter pour les extrêmes les extrêmes de notre climat en Louisiane. Parce que le Cajun a dû savoir s'adapter ici, en Louisiane. Alors, il y a toujours quelque chose, ce soit un eau hot, les grandes chaleurs. En hiver, on a vraiment froid parce que, crois-le ou pas, ici, ça gèle et ça peut geler assez. Et nous, nos maisons ne sont pas winterized comme chez vous. Alors, et là, naturellement, les ouragans. Alors, oui. On va parler un peu pour ça. Comment les Cajuns, qu'est-ce qu'il y a dans les malles à Dos qui va dévoiler des histoires, qui va lui rappeler des histoires de ça. Donc, vous partez d'un objet et à partir de l'objet, c'est là qu'on part en voyage. Voilà, on part en voyage aussi. Et c'est dommage que je n'ai pas pu venir avec mes objets. Parce que l'été passé, je les avais avec moi et le public a bien aimé. C'était amusant de pouvoir toucher les objets parce que ce n'est pas forcément des objets dans un musée. Ce sont toujours des objets peut-être on ne s'en sert pas toujours, mais c'est des objets en bois, en fonte. Ici en Louisiane, si ça existe toujours, c'est que ça dure. Exact. Alexis, cette année, tu m'as corrigé tout à l'heure, 7e participation au festival déjà. Et cette année, tu nous présentes, et là, j'espère que je ne me suis pas fait j'ai eu la bonne information. Est-ce que c'est cette année que tu nous présentes les mystérieux personnages de Memram Cook? Oui, c'est bien cette année que je vais faire partie que j'ai créé des personnages pour les mystérieux personnages de Memram Cook. Ça va vraiment, vraiment aider. C'est quoi que j'ai vraiment hâte que ça arrive parce que ça fait un bout que je travaille là-dessus. Puis, je vais vous dire, c'est vraiment spécial pour moi parce que, pour une fois, à la place de laisser l'imagination de toute mon audience, disons, à la place de leur essayer d'imaginer dans leur propre tête tout ça que moi je vais leur raconter, pour une fois, il va y avoir les danseurs de la compagnie Danse en l'air qui, eux autres mêmes, vont être suspendus dans les airs, dans les arbres pour leur montrer vraiment à quel point cette histoire-là va être fantastique. Puis ça, c'est des personnages que tu as créés basés sur des personnages que tu as vus dans la vallée. Parle-moi un peu du processus de création. Comment ça t'est venu à l'esprit, ces personnages mystérieux-là? Ben, chacun d'entre eux, ce sont toutes des créatures. Et si on regarde vraiment bien, on peut les apercevoir ici et là dans la vallée. Mais dans ce petit monde spécial ici que j'ai créé, on peut les voir dans des formes un peu différentes, disons. Vraiment spéciales. OK, j'ai bien hâte. Donc, il va y avoir un peu de métamorphose, d'histoire de métamorphose là-dedans? Oui, c'est bien ça. Intéressant. Pascal, cette année, Oui. En fait, ça fait déjà quelques années que vous travaillez, vous, sur des contes. En fait, si j'ai bien compris, vous vous basez sur du folklore japonais. Ça vient d'où? Alors, effectivement, je m'intéresse beaucoup à la culture du Japon, tout simplement parce que je suis né d'une maman japonaise. Moi, j'ai une maman japonaise et un papa belge. Et c'est ça qui fait que cette appartenance à la culture japonaise m'a donné le goût d'explorer ça à travers les contes et à travers les arts martiaux, à travers la philosophie du zen. Alors, c'est devenu un petit peu ma spécialité au niveau du répertoire. Je raconte des contes traditionnels du Japon, mais aussi des histoires contemporaines qui se passent donc actuellement au Japon. Et puis alors, je raconte pas qu'un univers japonais aussi, hein, mais voilà, c'est vrai que ma sensibilité va vraiment vers ça.
Et j'imagine que la culture japonaise, le conte dans l'historique de la culture japonaise, ça a été très important. Il y avait beaucoup de contes et légendes au Japon. Oui, 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 bien sûr. Il y a beaucoup de contes et légendes au Japon, comme il y en a beaucoup dans beaucoup de cultures, hein. Mais disons que le Japon a une particularité, à mon sens, c'est que c'est un pays qui est à la fois dans une profonde tradition, Voilà. vraiment, qui est ancré avec des temples qui sont des constructions qui datent d'il y a plusieurs siècles, qui sont en bois et qui sont au milieu de la ville. Et puis aussi, bah, les gens qui sont habillés avec des kimonos, on voit ça encore des vieilles personnes. Et alors, il y a aussi, à côté de cette profonde tradition, il y a une modernité. Une modernité qui parfois fait peur d'ailleurs, hein, qui part vraiment dans une évolution. Et les deux coexistent. Et les histoires sont là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une culture profonde de tradition, de contes. Et il y a au Japon ce qu'on appelle des rakugoka, c'est des gens qui font du conte, mais d'une façon plus moderne. Et ils sont habillés avec des costumes traditionnels, ils racontent, et ils sont vraiment très connus au Japon. Donc la forme du conte a vraiment été vers ça, des gens qui sont un peu proches de l'humour aussi. C'est l'équivalent des humoristes qu'on peut retrouver voilà, en France, au Québec, un peu partout. Mais eux, ils ont un fond d'histoire traditionnelle. Et donc, moi j'aime me plonger là-dedans parce que c'est une culture qui me fascine. Et puis, elle me fascine aussi parce que tout simplement, je vois un peu l'évolution du monde et le Japon, il fait à la fois un peu peur parce qu'il est dans des extrêmes aussi. Donc, voilà. Donc, il pose question. Il pose question sur l'évolution de notre monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Et pour vous, Clara, du côté de la baie Sainte-Marie, je vais vous le dire comme le thème du festival, qu'est-ce que tu comptes? Ben, quand tu demandes aux autres qu'est-ce que tu comptes, je pense à moi-même. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais compter? Oh! Mais cette année je t'ai demandé un projet pour contribuer à une ethnologie, peut-être, un livre qui a des différents contes sur comment est-ce qu'on est fier d'être en Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce que nos racines en Nouvelle-Écosse? Alors, moi, j'ai écrit le conte de mes ancêtres, Joseph Dugas, qui était déporté en 1755. Et juste ce conte-là décrit, alors, je pense vraiment de le partager. En plus de ça, j'aime de conter des contes qui sont des contes vécus de ma famille, de ma grand-mère. Ma grand-mère était née dans 1870. Ça fait elle a vécu dans vraiment le creux de la pauvreté des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. J'aime de parler de ça. Et même quand des contes qui sont un peu plus modernes de ma mère. Et si c'est pour des enfants, j'aime de conter des contes des animaux. Et c'est plus ou moins ça. Je ne sais pas vraiment si je pouvais dire que j'ai vraiment un thème, mais mon thème fera probablement ma fierté acadienne, plus ou moins. C'est avec ça que je vais aller. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous aimez de partir d'histoires vécues, de quelque chose qui est vrai. Donc, j'imagine qu'on apprend beaucoup au niveau historique dans vos contes. Est-ce que c'est l'enseignante en vous qui a un désir de pédagogie comme ça dans les contes? De faire apprendre? Non, Alain. C'est un manque de créativité et d'imagination comme Alexia. Non, mais vous savez, pour certains auditeurs, moi, c'est ce qui me fascine probablement le plus dans le conte, c'est quand on peut apprendre, parce que dans les contes et les légendes, en général, on apprend toujours une portion de vérité par rapport à la culture de où le conte origine, n'est-ce pas? Oui, c'est pour sûr, c'est pour sûr. Et puis, j'ai un conte, le conte que je vais conter à l'égard de mes grands-parents, ça donne beaucoup d'histoires, ça donne beaucoup, ça explique la misère que les Acadiens ont eue et comment est-ce qu'ils ont été déportés et déplacés plusieurs fois. Et là, j'ai un autre conte que j'avais presque oublié, mais quand je vous entends parler, ça me revient que j'aimerais de le raconter parce que je l'aime beaucoup. C'est plus ou moins trahir Longfellow et puis son imaginaire Évangeline. Je vais vous laisser savoir que Évangeline n'était pas si tant
acadienne que tout ça. Ah, vraiment? Ça va être intéressant. Pascal, je suis sûr qu'on vous pose souvent cette question-là. C'est une question un peu cliché, mais j'aimerais entendre vos réflexions par rapport à ça, chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui fait que le conte est encore si vivant en 2020? Parce que, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai bien l'impression que le conte est très vivant encore. Malgré tous les moyens technologiques, les Netflix de ce monde et ainsi de suite, qu'est-ce qui fait, selon vous, commençons par Pascal, que le conte est encore si vibrant, si vivant? Alors, je pense que le conte, il est encore bien vivant, effectivement. En même temps, je pense que paradoxalement, ce n'est pas facile de le faire vivre aussi dans notre univers actuellement. Parce que le conte, c'est une parole dans la simplicité. Et nous sommes dans un univers maintenant de plus en plus envahi par les images, envahi par une technologie. Et donc, c'est très difficile d'avoir une parole toute simple qui puisse exister encore et avoir de l'importance dans un monde qui est complètement dans le virtuel, l'image et tout ça. Mais en même temps, je pense que effectivement, la parole est toujours présente, le conte est toujours présent. Pourquoi ? Parce que ça correspond à quelque chose de vraiment fondamental dans l'être humain. Simplement, moi je pense que depuis des générations et des générations, depuis des siècles, les hommes et les femmes s'interrogent, hein, ils se posent des grandes questions existentielles. Voilà, le sens de la vie, qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est l'amour, des grandes questions. Et les histoires y répondent. Les histoires, ce sont des réflexions qui parlent par la métaphore, par les images. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que le conte est encore très vivant, parce que simplement, il parle de choses qui sont fondamentales, qui nous touchent. Et en plus, je pense qu'il a une vraie raison d'être dans notre monde. Parce que si on ne se pose pas un petit peu des questions sur ce qu'on est en train de vivre, ben, on se laisse entraîner comme ça dans un univers. Et voilà, moi je pense qu'il y a la nécessité d'avoir une réflexion sur le monde dans lequel on est, sur ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, en plus, on le voit avec cette période qui est quand même très particulière, ça pose des questions fondamentales. Et là, les récits ont des choses à nous dire. Vraiment, je trouve qu'on peut se replonger là-dedans et ça offre des belles pistes de réflexion. Erlène, du côté de la Louisiane, est-ce que, parce que là, vous êtes en situation très minoritaire, les Cajuns de la Louisiane, est-ce que le conte permet un peu à garder en vie la culture? Le conte permet de garder en vie la culture, mais c'est vrai qu'il est très difficile en Louisiane de se refranciser si on a déjà perdu la langue. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de Cajuns, les plus vieux, ils ont commencé des tables rondes ici. Ça s'appelle la table française. Alors, ils se retrouvent dans un restaurant ou dans un café, ils s'assoient et ils posent. Et c'est pour ça que je dis que le petit conte de la blague est vraiment très vivant parce que les plus vieux aiment bien faire rire tout le monde. Et ils vont raconter des contes qui est assez court, peut-être de 3 à 5 minutes, mais c'est vraiment pour le plaisir de se souvenir, le plaisir de répéter des contes qu'ils ont entendus. Des fois, c'est des traductions de contes de l'anglais. Mais oui, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation minoritaire en Louisiane. Et c'est le public qui va venir écouter des contes, des fois, n'a pas forcément tout le vocabulaire du conteur. Si les jeunes arrivent, même s'ils ont passé des années dans les programmes d'immersion, ils n'ont pas forcément les paroles cajun parce que nous avons une immersion qui est facilitée par les gouvernements de la France, de la Belgique auparavant et le Québec et l'Acadie. Alors souvent, nous avons des professeurs en échange. Alors ces gens-là arrivent en Louisiane, refrancisés, mais le français cajun, ça que peut dire le français de mes aïeux, le français de ma mère, le français de ma grand-mère, c'est ça pourquoi ça qui m'intéresse à compter. C'est de me servir de ce français, cet accent-là. Et ça, souvent, c'est ça qui est touchant.
Et vous, Clara, du côté de la Nouvelle-Écosse, est-ce que vous sentez ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent dans le conte? Quand vous présentez des contes, est-ce que l'assistance est là? Comment se vit le conte du côté de la Nouvelle-Écosse? Ben, faut que je me confesse en réalité, Alain, parce que moi, je n'habite pas à la Baie-Sainte-Marie. Je suis très fière d'être originaire de la Baie-Sainte-Marie, mais j'habite dans le comté de Halifax. Alors, je suis entourée des Anglais. Et il y avait un temps que la Baie-Sainte-Marie avait son propre festival de contes pour 11 ans. C'est comme ça que j'ai connu Pascal, qui est un de mes admirateurs. J'ai vraiment aimé les contes que Pascal emmenait et d'autres conteurs dans le Haut. Mais maintenant, il n'y a plus de festival à la Baie-Sainte-Marie, plus de festival francophone dans la Nouvelle-Écosse. Et moi, je suis toujours, depuis COVID, je me lancer dans des soirées Zoom, mais c'est toujours des contes anglophones. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans mon parcours, depuis que je suis à la retraite, il y a 16 ans que je suis à la retraite, et j'ai été invitée souvent au Québec et dans la province de Québec, aux îles de la Madeleine, même à Cook. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est d'aller compter dans les écoles. Au secondaire en particulier, les enfants étaient tellement sensibles, tellement généreux. Et juste pour vous dire une petite anecdote, quand j'étais aux îles de la Madeleine, le dernier jour que j'étais là, il y a eu une pratique pour fire drill. Oui. Un exercice de feu. Oui. Et puis, c'était dans mon dernier compte de l'avant-midi. Ça fait qu'il fallait qu'ils ont sorti, je me dépêché, fini mon compte. Il a fallu qu'ils s'en aient haut parce qu'il y avait une pratique de feu. Et puis là, après, je suis revenue à la maison, j'ai reçu des lettres des élèves d'une classe en particulier. Et puis, moi, je comptais des comptes en anglais parce que c'était l'immersion en anglais, la renverse de Paris 7 quand c'est l'immersion en français. Puis, il y a un des élèves qui a écrit Madame Clara was so hot that she set the fire alarm going. Ça, c'est un compliment extraordinaire. Et puis, ils sont toujours, je ne veux pas dire qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils aiment ça. Mais quand on est conteur puis qu'on les fasse toutes, on peut dire qu'ils aiment le conte. La jeunesse aime le conte autant que moi j'aimais ça quand j'étais jeune. Et Alexis est la preuve de ça aussi. Justement, j'allais aller du côté d'Alexis. Te demander, Alexis, toi, est-ce que tu t'aperçois que, parce que bon, ça fait des années que tu fais ça, est-ce que tu t'aperçois que tu as un effet sur d'autres jeunes? Y a-tu de tes amis de ta génération qui viennent te voir puis qui te posent des questions à savoir comment tu as commencé puis qui sont stimulés par ça, qui veulent aussi créer des comptes? Est-ce que tu vois ça? Oui, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Par exemple, quand j'étais en train de signer mes livres, je pense que c'était l'année passée, au Salon du Livre, il y a un jeune qui est venu m'approcher et qui m'a dit que lui-même voulait devenir écrivain. Il m'a demandé si j'avais des conseils. Puis, j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que ça voulait dire que dans ses yeux, j'étais un professionnel. Puis, une autre occasion sur laquelle c'est arrivé, il y a un jeune à mon école qui m'a approché et qui m'a dit qu'il m'admirait vraiment. Puis ça aussi, c'est quoi qui m'a vraiment touché. Parce que j'étais content de voir que la jeunesse de mon âge trouvait ça, que c'était vraiment inspirant. Puis pour l'instant, il n'y a pas d'entre eux qui m'ont parlé du conte particulièrement, mais je doute pas que ça va pas prendre longtemps avant que ça commence à arriver. Qu'est-ce que, Alexis, chez un jeune, là, si on en a des plus jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça prend comme qualité? Qu'est-ce que ça prend pour devenir un bon conteur, un bon créateur d'histoires, mais surtout pour les livrer, ces histoires-là? Un bon conteur, c'est quoi la qualité qu'un jeune doit avoir ou qu'une jeune doit avoir? Pour commencer, il faut une bonne imagination, selon moi, puis une méchante de grande gueule. Pour moi, j'ai tout le temps été quelqu'un que je disais toujours ce qui me passait dans la tête. Parce que, comme j'ai dit, j'ai une grande gueule, je suis
j'ai une vie bavarde. C'est ça que mon enseignante m'appelait tout le temps. Donc, au fond, selon moi, il faut être capable de ne pas avoir peur de s'exprimer, puis être fier de nous-mêmes surtout, de notre culture, de notre héritage. Puis, c'est une des raisons pourquoi j'aime tellement les contes. C'est une façon d'exprimer notre fierté culturelle, puis de transmettre aux autres pour qu'à leur tour, ils peuvent réaliser à quel point leur culture est riche. Pascal, quand on vous entendait tout à l'heure parler du Japon, je sentais une grande passion pour la culture japonaise. Je pense que le mot passion, puis en parlant à n'importe quel conteur, c'est quelque chose qui est toujours... Même moi, je me suis souvent fait dire dans le cadre des cours d'ornithologie que j'étais un bon raconteur. Puis je me disais, mais voyons, j'ai jamais eu la... Mais je pense que ça vient de là, ça vient de... Il y a l'effet de la passion. Hein? Quand on partage notre passion, on est presque automatiquement un bon conteur. Corrigez-moi si je me trompe. Grande question. La passion, oui, bien sûr. L'enthousiasme, voilà. Qu'est-ce qui fait un bon conteur? Je ne sais pas s'il y a uniquement la passion, parce qu'on peut avoir très envie de raconter, mais ce n'est pas pour ça que cette passion va faire de soi ce qu'on dirait un bon conteur. Je ne sais pas. En fait, raconter, l'acte de raconter, c'est quelque chose qu'on fait tous. On raconte tous, tout le temps. On part en vacances quelque part, puis après, on voit des amis. Tiens, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, on raconte. On raconte ce qu'on a vécu, on raconte nos journées, on raconte les expériences qu'on a traversées. Donc, ça fait partie de nous. On se raconte. Voilà. Mais maintenant, être un bon conteur, c'est aussi raconter dans certaines circonstances. Par exemple, raconter devant un public, raconter sur une scène, raconter dans une balade contée. Voilà. Et là, voilà, c'est là qu'il s'agit de maîtriser quand même un petit peu aussi un art qui est un art de la scène dans ce cas-là. Voilà. Donc, je pense qu'être un bon conteur, bien sûr, il y a la passion et c'est très bien, et tant mieux. Moi, je pense qu'il faut être passionné dans la vie de toute façon. Je trouve que la vie, elle est merveilleuse quand on a en soi l'enthousiasme, la curiosité, ça oui. Mais je pense que pour être un bon conteur, il y a tout un chemin à faire aussi. Il y a un chemin de découverte de qui est le conteur qui est en moi ou qui est la conteuse qui est en moi pour une femme. Voilà, quelle est ma façon de raconter qui me convient le mieux, dans quoi je me sens à l'aise, quel est le répertoire qui me plaît, comment je vais raconter, comment je suis sur une scène. Et ça, c'est tout un parcours qui se fait par la pratique, je pense, vraiment. C'est-à-dire que, et ça, il faudrait demander aux autres aussi, mais je pense qu'on devient un conteur en racontant. Et c'est plus on raconte, plus on commence à maîtriser les choses, plus on commence à savoir qu'est-ce qu'on a envie de raconter aussi, hein, vers quel répertoire on va, qu'est-ce qui nous fait plaisir aussi quand on raconte, voilà, et comment j'utilise mes gestes, ma parole. Donc, c'est vraiment un chemin de pratique, je pense. Vous êtes tous conteurs, conteuses. J'imagine évidemment que vous aimez aussi entendre des contes. Erlène, pour vous, qu'est-ce que vous aimez entendre si vous êtes dans l'audience? Qu'est-ce que vous aimez entendre dans un conte? Mais moi, j'aime vraiment, il faut dire que j'aime surtout les choses historiques parce que j'aime comprendre un peu les choses comme ici en Louisiane du vieux temps. Nous autres, on aime dire le vieux temps. Il y a ça. Mais aussi, il n'y a rien de mieux que quand il y a des paroles intéressantes pour moi. Quand ces paroles-là m'emmènent, comme vous avez évoqué tout à l'heure, des images chez moi ou même si c'est de parler d'ailleurs, quand on me parle avec des paroles uniques ou des paroles passionnées, je peux imaginer comment moi je suis pareil comme les autres gens. Alors, j'aime bien pouvoir me relier à ce qui est l'extérieur, le conte de l'autre personne. Parce que comme ça, je peux reconnaître qu'on est tout pareil, on est tout humain. L'être humain connaît s'adapter, le Cajun connaît s'adapter, mais moi, je veux savoir comment c'est pour les autres. Alors, c'est ça qui est fascinant. Les contes qui me parlent comme ça, même les choses les plus simples, c'est ça que j'aime.
Clara, de votre côté, est-ce que, et là j'aimerais qu'on aille un peu plus ce qui se passe du côté moderne. Bon, on a entendu tantôt Alexis nous dire qu'il y aura des personnages avec lui sur la scène sous forme de danseurs et la troupe Danse en l'air sont souvent accrochés au plafond ou accrochés sur des murs. Pour vous, Clara, est-ce que vous aimez vous entourer d'autres moyens que juste la parole? Est-ce qu'il y a des objets que vous avez avec vous? Est-ce que vous utilisez peut-être la technologie? Ou est-ce que vous trouvez que le conte, c'est mieux pour vous, simplement d'être livré par soi-même? Bien, ça dépend que c'est que mon public. Avec les enfants, j'ai un sac, comme Hélène disait qu'elle avait un coffre. Bien, moi, j'ai un sac, je l'appelle le sac de ma grand-mère. Et puis, dans ce sac-là, j'ai des objets que je parle de certains contes. Excusez-moi. Et puis, j'ai vraiment peu d'argent. J'ai peut-être un petit marionnette ou quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt avec les enfants. Avec les adultes, peut-être que je me mettrais un tablier, par exemple. Et puis, j'ai été dit avant, si que je compte le conte de ma grand-mère avec un tablier, ça mène le public dans mon monde à moi. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment chaleureux. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et puis, une autre chose que j'ai commencé à faire, c'est j'ai une petite harmonica. Et puis, tous les fois que je peux pas jouer, j'ai justement quelques petites notes que j'ai trouvées sur Internet. Mais ma mère jouait l'harmonica très, très bien. Puis quand j'entends le son, j'entends ma mère. Alors, c'est comme si ma mère venait à moi. Puis quand je le joue à des enfants, ça pourrait être des enfants de jusqu'à 12 ans, je jouerai 2 ou 3 petites notes. Et puis là, je les répéterai. Puis là, je dirais, est-ce que vous connaissez la tune? Et puis, c'est souvent qu'ils répondent non. Ben, moi, je dirais, moi non plus, mais c'est des points beaux. Et puis, ça commence comme ça. Et puis, j'ai une mandoline aussi que j'amène des temps. Et puis, encore, la mandoline, je ne peux pas jouer toute une tune, mais justement, un petit son, ça calme beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage ou qui sont autistiques. Oui, j'ai compté à 300 élèves 2 fois d'une journée, ça faisait 600 élèves. À la fin de la journée, je me dis à moi-même, il n'y a pas un enfant qui a hurlé ou qu'une enseignante a eu besoin de le sortir dans la salle. Ils ont tout écouté. Et le crédit, c'était à ma petite mandoline. Oui, donc c'est plus que simplement capter l'attention, c'est aussi de créer une ambiance. Hein? C'est ça, oui. Oui. Alexis, tu vas amener ça, toi, avec ton compte, à un autre niveau. Bon, tu es plus jeune, peut-être que tu as même le goût d'utiliser des fois des moyens technologiques pour créer une ambiance. Est-ce que c'est important pour toi d'utiliser la technologie dans le compte? Ben, personnellement, je n'ai jamais utilisé la technologie parce que, selon moi, si tu le fais juste oralement, ça donne la chance à ton public de s'imaginer puis un peu personnaliser l'histoire pour eux-mêmes, pour le rendre encore plus fantastique. C'est ça une des choses que je trouve les plus riches avec l'art oratoire ici, le conte, parce que n'importe qui peut l'interpréter différemment, puis à la fin de la soirée, tout le monde va partir satisfait avec l'histoire qu'ils ont entendue. Mais avec cette nouvelle école, dans le cas du spectacle que tu vas nous présenter cette année, du conte, tu disais qu'il va y avoir des danseurs. Donc, il y aura d'autres personnages qui seront là un peu pour appuyer ton conte. C'est peut-être pas de la technologie, mais d'autres formes d'art pour venir compléter le conte. Puis, pour une fois, c'est la première fois que j'expérience quelque chose qui va venir aider mon conte, puis combiner avec pour créer quoi d'encore plus riche. Parce que, vraiment, j'aurais pas pu deviner qu'un jour, je viendrais à faire un conte avec des danseurs qui accompagnent l'histoire. Parce que, franchement, pour moi, je vais dire que je suis sûr que ça va aider le public à vraiment plus comprendre l'histoire. Parce que, il faut que je vous le dise, c'est vraiment c'est une première chose pour moi. Puis, je suis vraiment pas sûr. Je suis pas sûr comment est-ce que le public va le prendre. Mais selon moi, ça va être un succès, je vous l'assure.
Mais il faut expérimenter. Pascal, est-ce que Oui. c'est un exercice périlleux de s'entourer de technologie ou d'autres formes d'art? Est-ce que ça devient autre chose que du conte quand on y met le paquet, si on peut dire ainsi? Alors, pour moi c'est une bonne question de se poser ça. Voilà. Est-ce que le conte, c'est juste une parole toute simple ou bien est-ce qu'on la mêle à d'autres choses? Alors, il y a une dimension qui, pour moi, est essentielle dans l'art de raconter, c'est vraiment l'imaginaire. Ça veut dire qu'au départ, quand on prépare en tant que conteur ou conteuse, on prépare ses histoires, d'abord, on développe son propre imaginaire. C'est un vrai plaisir en tant que conteur ou conteuse d'imaginer une histoire. Puis après, on la partage à d'autres et on va emmener les gens dans un monde imaginaire. Chacun va se créer ses images. Alors après, eh bien, bien sûr, on peut ajouter des objets, on peut ajouter des projections, on peut ajouter de la musique, on peut ajouter beaucoup de choses. Pour moi, le défi, c'est tant que ça sert l'imaginaire, quand ça permet de soutenir l'imaginaire, alors là, c'est réussi. Parce que c'est un voyage, et même si on a des objets, même si on a des choses qui viennent là, comme ça en plus, eh bien, bon, on est parti dans l'imaginaire et c'est très fort. Par contre, voilà, et c'est ça le danger, c'est que si jamais on développe d'autres choses à côté, si ça ne va pas dans le sens de l'imaginaire, ça peut être distrayant. Et alors, à ce moment-là, au lieu d'emmener les gens dans un imaginaire qui vont se créer, tout d'un coup, ça les distrait. Et puis finalement, c'est « Oh, tiens, il y a un bel instrument de musique, là. Oh, qu'est-ce qu'il a dit ?» Voilà. Donc, il faut faire attention, c'est un défi. On peut ajouter, on peut réinventer. D'ailleurs, c'est très beau, la créativité. Voilà, mais il faut toujours faire attention à ce que le propos, c'est quand même d'emmener les gens dans une histoire. Et alors, là, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on est dans un monde où la technologie prend de plus en plus de place. Donc, la tentation, elle est grande de se dire, oh, je vais me servir de ça. Je vais mettre des vidéos projetées, je peux mettre plein de choses, bien sûr. Hein, on peut aussi rentrer dans cet univers-là. Mais là, il faut faire attention. Il faut faire attention que ça ne devienne pas un monde où finalement, ça distrait de l'histoire qu'on est en train de raconter. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Erlène? Vous aimez de garder ça simple avec vos objets et pas plus, là, on crée une petite ambiance avec la lumière et on reste simple, sobre? Mais ça va sans dire que des fois, dans le passé, nous avons projeté des images, ce qu'on disait des diapositives, pour un peu appuyer. On a déjà, et moi j'aime aussi me servir de ma voix, j'aime chanter des vieilles petites chansons, un peu comme Clara a expliqué, se servir d'un instrument musical. Mais moi, j'aime chanter parce que souvent, les chansons qu'on chante disparaissent tout à fait. Ça faisait partie du répertoire de la femme, ça faisait partie des rencontres familiales et ça n'existe plus parce que ça qu'on a promu beaucoup en Louisiane, c'est la musique dans les salles de danse, la musique dans le public, dans des grands festivals. Et alors, ça qui fait de la peine, c'est que souvent, des très belles chansons sont perdues. Alors, c'est amusant aussi de faire revivre ces chansons-là. Oui, je me suis déjà vue allumer ce qu'on appelle une lampe pour les ouragans. C'était une lampe à colloïd. Et sur scène, on aime bien mettre le feu à la lampe et laisser cette lumière-là commencer aussi à chauffer la salle et voir comment en Louisiane, en été, quand il faut se servir d'une lampe à colloïd pour voir la nuit, ça fait chaud. Avant de vous laisser, chers conteurs et conteuses, j'aimerais peut-être de vous poser la même question à tout le monde. On va commencer avec Clara. Qu'est-ce que vous espérez donner à un spectateur? Quelqu'un qui va vous voir raconter, qui va vous entendre ou qui vous écoute sur une vidéo, parce que ça va être le cas en temps de pandémie, on va le faire souvent avec des vidéos. Qu'est-ce que vous espérez que le spectateur, que l'auditeur retienne? C'est quoi le cadeau que vous voulez leur donner avec vos contes? J'espère de pouvoir les faire rire, mais j'étais souvent mis dans un cadre
par mon public comme une humoriste. Et puis, j'aimerais pas toujours être une humoriste parce que ça veut dire, c'est des temps, c'est des défis. Toujours être humoriste, toujours faire rire. Ben voyons, j'ai des contes qui ne font pas rire. J'ai des contes qui font pleurer peut-être. Ça fait que ce que j'aimerais, c'est mon public, j'aimerais qu'ils puissent venir m'écouter puis totalement oublier le monde, leur misère, leurs ennuis, et puis se lancer dans mon monde. C'est ce que je veux donner. C'est pas se mettre sur l'estrade et dire « Ah, me voici ici, oh là là, le monde m'écoute, le monde me regarde. » C'est qu'est-ce que moi je veux donner à eux pour qu'ils se souviennent ce qu'ils ont entendu de moi. Et en espérant que ça lui donne de la joie. Pour toi, Alexis, est-ce que c'est important d'entendre ton audience rire? Qu'est-ce que tu espères que les gens partent avec? Pour sûr, un gros but dans chacune de mes contes et mes légendes, c'est d'allumer un feu de fierté dans leur cœur. Parce que pour moi, il y a rien de mieux que juste de ne pas avoir peur du jugement, puis juste être fier, juste être fier. C'est une valeur, c'est très important pour moi. Puis aussi, je veux qu'ils soient capables de rire, de s'amuser surtout pendant le conte. C'est vraiment à propos d'apprécier notre héritage culturel, selon moi. Et vous, Pascal, qu'est-ce que vous espérez donner aux spectateurs? Alors, je pense que les histoires, ce sont de vrais cadeaux, vraiment. C'est-à-dire que pendant un moment, on partage une sorte de voyage dans l'imagination. Mais alors, ce que moi j'espère, c'est qu'après avoir fait ce voyage, eh bien, les gens repartent avec des images en eux, avec une histoire en eux, quelque chose qui va leur parler encore et auquel, en fait, ils peuvent y repenser par la suite. Et j'aime beaucoup ça, cette idée on donne une histoire en cadeau et alors, en fait, elle continue à habiter la personne qui l'a reçue. Et vous, Erlène? Moi, surtout, la raison pourquoi je suis vraiment fière de pouvoir participer à cette rencontre, c'est que depuis si longtemps, les Acadiens, on est éparpillés tout partout au monde et on a une grande proportion de Louisianais qui sont des Acadiens. Et on connaît la plupart des gens avec les congrès mondiaux acadiens et tout ça. On connaît que c'est nos cousins et nos cousines, nos frères et nos sœurs qui habitent au nord. Et on veut toujours continuellement essayer de partager les réalités d'ici. Parce que compte tenu qu'on est loin de un et l'autre, on ne vit pas toujours les réalités. Des fois, on entend parler des tempêtes de neige à la télévision. Ici, en Louisiane, on n'a pas souvent des nouvelles sur le Canada. On peut aller maintenant de nos jours sur l'Internet, on est branché d'autres façons. Mais je sais que les enfants dans les écoles là-bas, comme les enfants ici, ils vivent dans leur petit monde et ils ne se rendent pas compte toujours comment la qualité de vie ou les activités ou tout ça peut différer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que moi, je voudrais partager. Partager des tout petits échantillons de comment c'est la vie ici, comment on est pareil et comment on est différent. Eh bien, Alexis Bourque au Nouveau-Brunswick, Clara Dugas du côté de la Nouvelle-Écosse, Pascal Guérand du côté de la Belgique et Erlène Broussard en Louisiane. Merci infiniment de votre temps aujourd'hui. On a bien hâte de vous entendre raconter dans cette 11e édition du Festival Parlure d'ici. Mon nom est Alain Clavette et je remercie tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Merci bien. Merci. Et merci à vous, les téléspectateurs ou les spectateurs en général. Merci beaucoup.